Vous êtes donc sur la première, 7h36. On va se poser la question de cette capacité de résistance de l'État islamique en Irak et en Syrie, après l'annonce de Barack Obama la nuit dernière d'intervenir partout où il sera nécessaire pour contrer l'EI. L'Allemagne et la Grande-Bretagne, elles, ont dit hier que leur pays n'allait pas participer à des frappes aériennes en Syrie. Quant à Moscou, de son côté, il estime que des frappes américaines en Syrie, sans l'aval de l'ONU, constitueraient une violation grossière du droit international. On voit un peu le climat. Alors, dans ces conditions, le président américain qui s'est donné l'objectif d'éradiquer l'État islamique, y arrivera-t-il? Nous sommes avec le directeur du Centre d'analyse du terrorisme à Genève, Jean-Paul Rouillet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h et ici dans nos studios de Lausanne. D'abord, cette estimation qu'a fournie la CIA il y a quelques heures sur le nombre de combattants de cet État islamique de 20 000 à 31 500. Bon, c'est une fourchette assez large, mais surtout, la CIA nous dit que ce nombre a doublé depuis le mois de juin. Est-ce que ces chiffres vous paraissent a priori crédibles? Sur la question du doublement, c'est très difficile à évaluer. Imaginez que depuis le mois de juin, il y ait eu un appel d'air tel, après la proclamation du califat, que l'on ait pu doubler les effectifs. En toute honnêteté, je ne suis pas certain que ça ait été aussi fort que ça. Bien évidemment, il y a eu un accroissement. Maintenant qu'on puisse présenter un doublement depuis le mois de juin, je demande à voir. Ça fait 2 mois, c'est très court. C'est très court. Par contre, qu'il y ait eu une mauvaise estimation auparavant, me semble être une raison beaucoup plus vraisemblable pour expliquer cette augmentation soudaine. Je pense qu'auparavant, notamment les États-Unis ont volontairement, pour des raisons politiques, affaibli, enfin réduit les chiffres réels de ce qu'était l'État islamique. Ils ont caché la menace volontairement? Non, caché, je ne pense pas. Par contre, l'avoir présenté sous un jour moins, on va dire moins grave que ce qu'elle n'est réellement, oui. Donc ce chiffre, alors si on revient à ce chiffre, 20 à 31 000, ça vous paraît crédible alors? Ça me semble envisageable, oui. Oui. Alors la question qu'on se pose ce matin, c'est 20 à 31 000 combattants armés. On va essayer de savoir aussi avec quoi sont-ils armés. Quelle résistance peuvent-ils offrir à une éventuelle ou probable frappe américaine, aérienne? Il n'y aura pas de combattants au sol. Combien de temps ça va durer? Est-ce qu'on a déjà des réponses ou des débuts de réponses à ces questions-là? On peut reprendre la question sous un angle historique. Les gens qui dirigent aujourd'hui l'État islamique, tout au moins une partie de ses leaders, sont des gens qui ont combattu sur une période qui s'étale de 2003 à 2008. C'est une période durant laquelle les États-Unis étaient présents au sol en Irak, puisque c'est eux qui administraient le pays à l'époque. Il y a eu effectivement un affaiblissement très fort de ce qui était l'ancêtre, le prédécesseur de l'État islamique entre 2007, 2008, 2009, mais il a réussi à reprendre le dessus et on voit aujourd'hui ce dont il est capable. Ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'avec des frappes aériennes, avec ce que l'on sous-entend, c'est-à-dire aussi la présence au sol de forces spéciales, mais ça voudra dire, cela signifie que ces gens vont être présents dans certains points bien précis, aussi à des moments précis, avec l'appui de forces locales, on va très certainement être à même de réduire, j'ai envie de dire, les implantations de l'État islamique, c'est-à-dire sa capacité à gérer un territoire aussi grand. En revanche, lorsque le président Obama prétend éradiquer l'État islamique, je lui souhaite bien du courage et en toute sincérité, je n'y crois pas. Alors, ce que vous nous dites est très clair, Jean-Paul Rouillet. On va rétrécir le territoire de l'État islamique. Ça, on y arrivera dans quelques semaines ou dans quelques mois, si on frappe dans les prochaines heures. Par contre, les poches de résistance existeront toujours. Et donc, sans soldats au sol, vous avez fait la comparaison avec l'Irak, on n'y arrivera pas, ou en tout cas pas avant de nombreuses années. Absolument. Et ce qu'il va y avoir comme conséquence aussi, c'est qu'en réduisant la présence au sol, en tout cas les zones dans lesquelles sont présents les soldats et les responsables de l'État islamique, on va aussi réduire ses capacités de financement. En réduisant ses capacités de financement, on va partiellement tout au moins réussir à saper ce qui aujourd'hui font de l'État islamique un proto-État, si vous me permettez cette expression. Et on va donc assister, je pense, à un moment donné, si la pression est suffisamment forte, on va avoir l'État islamique qui va rebasculer, qui va redevenir ce que certains présentent aujourd'hui comme un groupe terroriste. Ils vont réappliquer ce genre de méthode. Ils vont rentrer dans une plus grande clandestinité à nouveau, donc un degré de visibilité moindre. Mais c'est un changement de forme. Ça n'est pas pour autant une éradication. Juste sur le terme, ce que d'aucuns présentent comme des terroristes, Jean-Paul Rouillet, vous qui êtes vraiment spécialisé dans l'étude du terrorisme, ce sont des terroristes, les membres de l'État islamique, ou y a-t-il quand même derrière un sentiment religieux? En d'autres termes, quel est leur degré de religiosité ou de terrorisme? On peut poser la question comme ça. Ce ne sont pas que des terroristes. La première réponse est celle-ci. Le sentiment religieux,
on peut gloser de très longues heures, voire des jours entiers sur la, je dirais pas l'authenticité, mais à tout le moins le caractère classique de leur approche de l'islam, mais il n'empêche que les gens qui se rendent en Irak ou en Syrie, ou qui soutiennent l'État islamique, s'y rendent parce qu'ils sont eux-mêmes fortement habités d'un sentiment religieux. Encore une fois, que ce sentiment religieux soit primaire, qu'il repose sur des bases qui sont partiellement fausses ou contestées par le courant majoritaire de l'islam sunnite, ça, personne ne peut le contester. Mais de la même manière, on ne peut pas contester la force des sentiments qui habitent ceux qui se combattent. On aurait tort, les Américains auraient tort de ne les considérer que comme des terroristes, oui. C'est une erreur ? Ce serait une erreur, oui. Oui. Alors sur le financement, on dit que l'État islamique est assis sur une petite fortune, on parle de 2,5 milliards de dollars, on parle de l'argent qui proviendrait en partie du Qatar. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vérifiable tout ça? C'est très difficile à vérifier, la partie qatari encore plus que tout le reste. Qu'il dispose de fonds qui sont très importants, c'est une certitude. Il y a notamment, on le sait, les fonds qui proviennent des puits de pétrole, des champs pétroliers qu'ils contrôlent. On sait qu'il y a aussi une taxation, enfin c'est une manière d'imposer les populations locales qui est assez brutale, mais qui fonctionne partout où ils sont présents. Je dirais que dans cette dynamique de financement, le financement qui peut venir d'État, financement direct ou indirect, ainsi que le financement qui proviendrait aussi des rançons pour les otages que ce groupe détiendrait, représente la portion congrue. C'est ce qui se passe sur le terrain qui est le plus important. Les puits de pétrole, la taxation des populations locales. D'où, je pense, une des raisons qui ont amené Obama à faire le choix de frappe et le choix de ce type de stratégie, parce que ça va effectivement réduire, encore une fois, la présence de l'État islamique dans les grands centres, dans les villes. Ça va l'obliger à se cacher plus. En l'obligeant à se cacher plus, vous desserrez l'étau qui aujourd'hui est imposé aux populations locales, et par définition, vous avez un effet domino avec un affaiblissement des moyens financiers. Une attaque avec des soldats au sol est vraiment inenvisageable sur le plan politique et sur le plan militaire. Autrement dit, est-ce que le président Obama fait un bon calcul selon vous? Je ne sais pas s'il fait un bon calcul. En revanche, les guerres qui ont été déclenchées depuis 10 ans ont toutes montré qu'on arrive, même avec des soldats au sol, on n'arrive pas à régler les problèmes complètement. La guerre en Irak, la précédente, déclenchée par le prédécesseur d'Obama, ce qui s'est passé en Afghanistan le démontre amplement. Il y a presque plus de risques d'enlisement si on envoie des troupes au sol. Oui. Oui, ça c'est clair pour vous. Oui. Les armes, de quelles armes peuvent disposer ces combattants de l'État islamique, ces 20 à 31 500 combattants? Armes chimiques ou peut-être même plus, armes nucléaires prises à quelqu'un? Non, là, jusqu'où ça va? On est dans le domaine du fantasme. Ouais. Les armes chimiques, les armes biologiques ou des armes nucléaires, déjà, ça n'est pas le cas. Vous vous souvenez peut-être que l'État islamique, en tout cas ces soldats, ont paradé dans certaines villes syriennes avec des missiles Scud. C'est bien d'avoir des missiles Scud, c'est bien d'avoir des systèmes d'armes très sophistiqués. Simplement, vous et moi, sommes suisses, on est passé par l'armée, enfin la plupart d'entre nous le sont, on sait qu'il faut du temps pour pouvoir maîtriser des systèmes d'armes. On parle pas, enfin l'utilisation d'un fusil prend beaucoup moins de temps que l'utilisation d'un système d'armes sophistiqué comme un lance-missile. Alors que l'État islamique dispose d'armes sophistiqué, oui. Encore faut-il savoir s'en servir. Exactement. Il y a dans le discours du président Obama aussi un point important, c'est l'aide renforcée, voulue par les Américains, à l'opposition modérée en Syrie. Mais au fond, cette opposition, elle est à la fois modérée et quasiment devenue inexistante. À qui donner ces armes? Est-ce qu'il existe encore des Syriens modérés à qui on pourrait fournir des armes, Jean-Paul Rouillet? C'est là toute la question. J'ai envie de demander au président Obama de définir opposition modérée et de la nommer de manière plus précise. C'est un véritable casse-tête parce qu'en plus un groupe que vous identifieriez vous comme étant modéré et à qui vous allez vouloir livrer des armes sera probablement l'opposant d'un autre groupe à qui vous allez aussi vouloir livrer des armes. Quel est votre contrôle sur les armes que vous allez livrer aux uns aux autres? Qu'est-ce qui va les empêcher ensuite de se combattre mutuellement plutôt que de se focaliser sur l'ennemi entre guillemets commun? J'allais dire tout repose. Impossible. Moi, j'allais dire tout repose sur le renseignement sur place. Là, est-ce que le renseignement américain est aussi fin que de savoir quelle est la bonne cible? Il y a deux choses. Le renseignement américain dispose d'un arrière-plan historique qui est phénoménal. Encore une fois, ils étaient présents sur la zone entre 2003 et 2011. Ils se sortiraient officiellement en 2011. Ils ont donc une bibliothèque, passez-moi l'expression, de renseignement historique qui est conséquente. Maintenant, ce qu'on appelle le renseignement actuel, le actionable intelligence, donc le renseignement sur lequel on peut agir, enfin qu'on peut utiliser pour agir très vite, là je pense qu'ils ont effectivement énormément perdu et qu'il leur faudra du temps
pour reconstituer une capacité. Donc, en l'état actuel, je pense que le renseignement dont il dispose est insuffisant. Eh bien, c'est très clair. Vous êtes suisse, Jean-Paul Rouillet, vous connaissez aussi la situation en Suisse. On parlait de 40, on va aborder maintenant la thématique de ces djihadistes occidentaux. On parlait de 40 combattants en Syrie partis de Suisse. Alors, des chiffres difficilement vérifiables. C'est un chiffre, oui, qui est crédible, ou est-ce qu'il y en aurait peut-être même un peu plus? Qu'en dites-vous? Des gens qui sont déjà partis, 40, ça nous semble beaucoup. En Syrie uniquement. Sur toutes les zones de djihad, c'est parfaitement envisageable. Mais 40 sur la seule Syrie, ça paraît beaucoup. Mais en même temps, si l'on regarde la manière dont on peut, la rapidité, avec laquelle on peut partir depuis la Suisse pour rejoindre la zone syro-irakienne, c'est parfaitement envisageable. Le fonctionnement actuel de, entre guillemets, ces réseaux de soutien ou des points de soutien pour ce genre de combat font qu'effectivement on peut partir très vite et en restant du début à la fin sous le radar des services de renseignement. Donc tous ces gens sont monitorés? Non. Non? Mais tout simplement parce que vous ne le pouvez pas. Si vous faites, par pure curiosité, aller sur Facebook et regarder un peu les gens qui ont, de près ou de loin, une connexion avec la Suisse et que l'on pourrait, a priori, considérer comme des gens susceptibles de se rendre en Syrie. C'est pas possible. Ça n'est pas gérable. Ouais. Et que pensez des propositions du Parti démocrate chrétien qui demande à retirer le passeport à un double national suisse qui serait parti combattre? Est-ce que ça pourrait être éventuellement une mesure préventive utile? Il y a plusieurs choses à regarder. Premièrement, est-ce que juridiquement c'est faisable sans trop de difficultés? On est là dans une espèce de mesure similaire. D'ailleurs, le PDC n'invente rien. On reprend, je dirais en l'adaptant à la sauce suisse, une mesure qui a été proposée en France à propos de ce sujet. Ensuite, quelqu'un qui est parti, on n'a pas abordé ce point, mais c'est quand même une question importante. Quelles sont ses chances de rentrer aujourd'hui? Pour quelqu'un qui part combattre en Syrie, quelles sont ses chances de revenir au point de départ? C'est-à-dire de revenir vivant, c'est ça? Absolument. Ça représente 20%. C'est 8 sur 10 de ces gamins ne rentreront pas tout simplement parce qu'ils auront laissé leur vie en Syrie ou en Irak. Pour ceux qui reviendront, sur les 20% restants, encore faut-il considérer ceux qui voudront vraiment revenir. Et là, de nouveau, vous avez encore un écrémage qui se fait. Donc le nombre de personnes qui vont revenir est très peu nombreux. Il y a peut-être, au final, d'autres moyens que simplement de leur ôter leur passeport. Ce serait quoi, ces moyens, selon vous? Déjà, instaurer un système de monitoring beaucoup plus long. S'instaurer dans le moyen et le long terme. Aujourd'hui, la pratique des services de renseignement, des services de police, est qu'on va mettre un maximum de moyens sur une personne que l'on considère comme dangereuse à court terme. Si, dans un délai relativement bref, vous n'avez pas d'évolution, ou on ne sent pas cette personne vraiment s'ancrer dans une certaine dangerosité, on laisse tomber et on passe à autre chose. Il faut se préparer, à mon sens, avec les gens qui vont rentrer et qui seront des proches de l'État islamique ou qui auront combattu au sein de l'État islamique, à assurer une surveillance de beaucoup plus longue haleine sur ces gens-là. Est-ce qu'il va y avoir de plus en plus de jeunes qui partent faire le djihad, que ce soit en Syrie, en Irak ou dans l'État islamique, et pas seulement de Suisse, d'autres pays? Est-ce que c'est un phénomène qui va s'amplifier? Il va s'amplifier la question, et là c'est une étude démographique et géographique qu'il faudra effectuer, c'est de savoir à quel moment on va atteindre le pic, tout simplement parce qu'en termes de génération et d'âge, dans les tranches d'âge des gens qui vont pouvoir partir, on aura atteint à peu près un maximum. Donc ça va encore augmenter, en tout cas dans l'immédiat. Je ne pense pas non plus que ça va augmenter d'une manière exponentielle. Et puis à un moment donné, il va y avoir un pic et ça va se stabiliser. C'est quelque chose qu'on a déjà vécu lors des précédents grands conflits, notamment le conflit en Irak ou précédemment en Afghanistan. Sur l'État islamique, on est parti pour plusieurs années. De toute façon, c'est la Libye, c'est l'Irak.